La guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous nous interrogeons. Crise ukrainienne s'achemine-t-on vers une troisième guerre mondiale? C'est notre grande interrogation. Qu'est-ce que cela implique? Jusqu'où ira Vladimir Poutine? Sommes-nous en guerre? Difficile de ne pas justement se poser ce genre de questions et se demander ce que cela implique réellement. Est-ce le lancement d'une autre troisième guerre mondiale? Il faut préciser par ailleurs que depuis un bon bout de temps, sur Twitter, Facebook et sans oublier d'autres réseaux sociaux, les termes WW3, pour ne pas dire World War III, soit troisième guerre mondiale, comptent d'ailleurs parmi les plus tweetés en France et dans le monde depuis le mois de février dernier. De nombreux internautes s'imaginant déjà, non sans humour, devoir rejoindre le front, enrôler de force dans l'armée, que ce soit du côté des États-Unis, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Japon, de la Chine et sans oublier bien sûr du côté de la Russie. Sur leur réaction prête à sourire, eh bien, la question est pourtant bien réelle. Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour nous accompagner au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, Charlie Kenyé, géostratège. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Josselengos, bonjour à la galaxie Panafricaniste TV, bonjour à toutes ces personnes-là qui ne cessent de nous témoigner leur soutien au quotidien. Nous leur disons infiniment merci. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant une fois de plus à ce festin intellectuel. Depuis le mois de février dernier, eh bien, sur Twitter, Facebook et sans oublier d'autres réseaux sociaux, on parle finalement de troisième guerre mondiale. Moi, je vous poserai donc la question, s'achemine-t-on justement vers cette troisième guerre mondiale ou est-ce que nous sommes finalement plongés dans cette troisième guerre mondiale? Bien, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans le cadre d'une opération spéciale de la Fédération de Russie sur le sol ukrainien. Mais tout laisse croire que nous sommes dans le cadre également d'une guerre froide entre deux blocs qui s'affrontent. On ne va pas revenir sur l'historique, on en a longtemps parler ici, sur ce plateau, mais nous sommes justement dans une reconfiguration de la guerre froide, c'est-à-dire que vous avez deux blocs en présence qui sont en train de s'affronter. Certains usent de ce qu'ils appellent la logique des sanctions pour justement affaiblir, entre guillemets, l'autre bloc, à savoir le bloc russe, qui continue justement à s'affirmer à travers non seulement les opérations sur le terrain, mais bien plus encore les alliances qui sont en train de se tisser. Donc nous sommes dans une logique de guerre froide. Alors la réalité c'est que s'il faille aujourd'hui que nous parlions d'une troisième guerre, ce qui est possible à travers les déclarations qui sont faites de part et d'autre, on a vu le président Vladimir Poutine dire clairement que les intérêts de la Russie sont non négociables et que pour cela, la Russie est prête à aller jusqu'au bout de ces actions. Donc ça démontre, ça suffit qu'il y a une certaine fermeté dans le ton et quand on voit la réaction en face, à savoir du bloc de l'OTAN, on comprend que rien n'est fait justement pour que nous arrivions à une certaine accalmie. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que le bloc occidental, conduit par l'OTAN, fait tout justement pour que nous arrivions à cette troisième guerre mondiale. Et bien si nous arrivons donc à cette troisième guerre mondiale, il serait impératif d'analyser les forces et les faiblesses en présence. Parce que là, nous sommes là déjà dans le cadre de la guerre. Et lorsqu'on parle de guerre, il faut intégrer trois grands éléments. Le premier déjà, c'est le budget alloué aux défenses des différents pays, pour ne pas parler des blocs qui sont en train de se constituer. Vous avez deux superpuissances dans le cas présent. Vous avez les États-Unis d'un côté qui conduit l'OTAN et vous avez la Fédération de Russie qui conduit le bloc de l'Est. Bien, il faut avouer qu'en termes de budget militaire, les États-Unis ont un budget militaire de loin supérieur à celui de la Fédération de Russie. Mais également, il faut intégrer dans cette logique que le budget de l'État américain, qui est de l'ordre de pratiquement un peu plus de 650 milliards de dollars, est dans sa grande majorité orienté vers le fonctionnement de l'armée. Ça également, il faut le spécifier. Contrairement, par exemple, à celui de la Fédération de Russie, qui est beaucoup plus axé dans le développement des armes stratégiques. Et également, il faut comprendre que la plupart de ces annonces sont, pour habitude, faites par des moteurs de recherche américains. C'est-à-dire que dans cette propagande de guerre, si je peux le dire ainsi, parfois on avance des chiffres qui ne tiennent pas compte de la réalité. Et parfois, également, il faut comprendre que
les États ne disent pas toujours la vérité sur ce qui est fait pour justement amener le camp d'en face à commettre des erreurs. Donc ça, c'est le premier élément, le budget alloué à la défense. Le deuxième élément, c'est le matériel de guerre. C'est-à-dire que dans le matériel de guerre également, il faut le reconnaître, les États-Unis ont l'un des plus grands arsenals militaires au monde. Ça, c'est une vérité absolue. Mais il faut également comprendre que l'industrie militaire américaine est fortement dominée par le secteur privé. Je vous parlais tout à l'heure du groupe Carlyle. Vous avez les grands groupes comme Halliburton, qui en réalité sont des organisations, sont des firmes privées qui possèdent ou alors qui fabriquent le matériel de guerre américain. C'est une faille. Pourquoi? Parce que ça démontre à suffire que c'est la logique du plus offrant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable d'arriver aux chiffres, on peut vous vendre la technologie militaire. Contrairement à la Fédération de Russie, qui a une industrie militaire fortement nationalisée. C'est-à-dire que c'est l'État qui possède, c'est l'État qui contrôle l'industrie militaire russe. Quand vous quittez de là-bas, vous avez également la stratégie militaire. C'est-à-dire que dans la stratégie militaire ici, il faut analyser le leadership militaire. Et c'est là où justement la guerre bascule. Lorsqu'on analyse le leadership militaire, vous devez savoir que aux côtés des États-Unis, vous avez l'un des plus grands camps militaires qui s'appelle le camp militaire de Fort Wayne. C'est situé dans le Nevada. Et là-bas, pratiquement chaque année, il y a des exercices de blindés, d'artillerie, des exercices mécanisés qui font des simulations de guerre. Et dans ces simulations de guerre, selon le commandant de ce camp-là, 4 fois sur 5, la brigade conduite par les commandants américains perd contre la Fédération de Russie. On ne le dit pas. En principe, ça se passe comment? Ils appellent ça chez eux ce qu'on appelle les opposing forces, OPFOR. On appelle ça l'opération OPFOR. Dans les opérations OPFOR, on prend une brigade américaine qu'on oppose avec une brigade russe, c'est-à-dire qu'avec la philosophie, l'idéologie militaire russe, avec le matériel russe, et on fait ce qu'on appelle des exercices de simulation de guerre. Et le commandant du camp de Irwin, c'est-à-dire que situé dans le Nevada, affirme que dans les OPFOR, c'est-à-dire que les opérations, les opposing forces, oui, dans la plupart de ces opérations, sur 5 simulations, 4 simulations sont gagnées par la Russie. Et le commandant américain n'en gagne qu'une seule. Ça, c'est la première remarque dans le leadership militaire. La deuxième également, toujours dans le leadership militaire, c'est ce qu'on a appelé les War Games. Les War Games, c'est que du côté des États-Unis également, chaque année, il y a ce qu'ils organisent, ils appellent ça les War Games, c'est-à-dire qu'on fédère les 3 armées, et on fait des simulations de guerre au cas où on serait attaqué par l'ennemi. Et dans les War Games, le pire ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Parce que selon les déclarations de Dominique de la Verde, général de brigade de l'armée française, aujourd'hui en retraite, qui a assisté plusieurs fois à ces War Games, il fait savoir que la plupart des War Games organisés par les États-Unis, qui sont tous des exercices de guerre et de simulation, face à la Chine, sont perdus. Tous les War Games que les États-Unis ont organisés, opposés à la Chine, elles les ont perdus. Oui. Et pour mieux comprendre ça, les derniers War Games que j'ai eu en date, c'était dans les années 2000. Ça s'appelait le Millennium Challenge, qui a été un War Games organisé par l'armée américaine, qui justement opposait à ça l'armée iranienne. Les troupes iraniennes avaient été pilotées par le commandant Banderip, qui justement commandant du corps de marine de l'armée américaine, dans le cadre de ces exercices de OPFOR, c'est-à-dire l'opposing force. Et curieusement, l'armée iranienne a eu à gagner ce Millennium Challenge, c'est-à-dire ce War Games en 2002 contre l'armée américaine. Ce sont des choses qu'on ne dit pas assez, mais qui démontrent à suffire, au-delà de la propagande de guerre, que l'armée américaine en elle-même, sur le plan opérationnel, sur le plan stratégique, pêche beaucoup. Certains stratèges, je l'explique justement par cette philosophie de guerre qui n'est pas trop axée sur la liberté du commandant à pouvoir prendre des décisions de façon instinctive face à la menace sur le terrain, parce que tout étant déjà rédigé, c'est-à-dire qu'à par rapport, oui, ça fait en sorte que vous devenez comme un automate qui applique des ordres, contrairement à celui qui a une certaine latitude, une certaine liberté de pouvoir réagir face à la réalité sur le terrain. Donc, dans le cadre donc, de cette philosophie, de ce leadership-là, de cette stratégie militaire, tout démontre à suffire que la plupart, que ce soit les OPFOR ou encore les War Games, organisés contre des puissances telles que l'Iran, telles que la Russie, telles que la Chine, les États-Unis les ont perdus. En tout cas, 4 fois sur 5, elles les perdent. Donc,
sur le plan de la stratégie militaire, on comprend très bien que les États-Unis sont à très faible faiblesse. Justement, cela peut nous amener à comprendre cette logique de guerre par procuration. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans une logique où il y a quelqu'un devant à qui on donne les armes, on dit à donner du matériel pour faire la guerre. N'est-ce pas ce qui se passe actuellement du côté Exactement, parce qu'on sait en face que l'ennemi est beaucoup plus fort. Et on ne le dit toujours pas assez. J'ai fait des recherches sur ça. Aujourd'hui, les États ont migré de la défense nationale à la défense stratégique. Et je faisais un débat récemment avec un officier de l'armée où on échangeait sur ces questions-là, où je les faisais savoir que quoique les États-Unis ont le plus gros arsenal militaire aujourd'hui, sur le plan stratégique, ils sont très faibles. Ils sont très faibles pourquoi? Parce que ce soit les armes nucléaires, parce que les armes nucléaires obéissent à ce qu'on appelle les armes de dissuasion, c'est-à-dire qu'en réalité, tout pays au monde, ou alors tout chef d'État sanctionné au monde, savent qu'on ne va jamais les utiliser. Si on prend un cas comme les États-Unis, je ne vais pas parler de la Russie qui a le plus grand stock, selon des spécialistes, les États-Unis et la Russie ont le matériel nucléaire pour détruire le monde 36 fois. C'est-à-dire que si ces deux pays vraiment devraient faire parler leur arsenal nucléaire, le monde serait détruit 36 fois. Donc c'est une arme de dissuasion, mais ce n'est pas une arme stratégique au sens fort du terme. Et justement, dans le développement des armes stratégiques, selon certains experts américains, la Russie aurait pratiquement 10 à 15 années d'avance sur les États-Unis, principalement dans le développement des armes hypersoniques. Dans le développement des armes hypersoniques, vous l'avez vu tout récemment avec la guerre en Ukraine, où la Russie a eu à frapper un camp de mercenaires dans la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Et les radars de l'OTAN ont pu détecter ce missile 14 secondes après qu'il ait frappé sa cible. C'est-à-dire que c'était le missile Kinjal, qui était un missile hypersonique avec une charge duale, c'est-à-dire que capable d'embarquer à sa tête non seulement une charge nucléaire ou encore une charge conventionnelle, capable de voler à Mach 10, hyper malléable, c'est-à-dire que indétectable par n'importe quelle défense aérienne. Et à côté également de cette arme de dissuasion, de cette arme stratégique, la Russie tout récemment présentait au monde, mais ça, on n'a pas tellement fait la publicité, c'est normal, l'arme Poséidon. Et il faut le dire, Poséidon aujourd'hui, selon les experts également américains, c'est l'arme stratégique la plus forte, à même aujourd'hui de défendre toutes les défenses navales américaines. Et ça amène justement à comprendre l'esprit du développement d'armes stratégiques. Pourquoi? Parce que si vous prenez au cas par cas les États-Unis qui ont pratiquement 14 porte-avions, contrairement à la Russie qui en a qu'un seul, mais la Russie qui a un seul porte-avions contrairement aux 14, sait très bien qu'elle a le matériel nécessaire pour mettre en mal pratiquement toute la flotte américaine en cas d'issue de guerre. Donc, dans ce développement d'armes stratégiques, d'armes hypersoniques, la Russie a démontré avec la guerre en Ukraine qu'elle avait beaucoup d'années d'avance sur les États-Unis. D'ailleurs, elle a mis une zone d'exclusion aérienne sur l'Ukraine qui démontre à suffire sa supériorité aérienne. Parce que dans la guerre stratégique, ce n'est pas celui qui a le plus grand arsenal de guerre qui gagne la guerre. C'est celui qui contrôle l'espace aérien. C'est-à-dire que la partie du moment où vous êtes capable de contrôler l'espace aérien d'un territoire, mais vous possédez le territoire là. Les opérations au sol ne viennent que juste dans un cadre de pacification et de contrôle du territoire. Mais la guerre se gagne dans les airs. Et justement, dans les airs, dans l'espace, la Russie aujourd'hui a gagné cette guerre-là. Pour preuve, depuis qu'elle a rompu son partenariat avec les États-Unis et l'OTAN, vous avez vu qu'aucune navette n'est allée dans l'espace. C'est pour dire que même sur le plan spatial, elle est beaucoup plus avancée. De ce côté également, vous allez prendre des puissances comme la Chine. Mais pour arriver à la Chine, je préfère terminer avec ma classification parce que je parlais de le matériel, du budget alloué à la défense, de la stratégie de guerre où j'ai interrogé justement le leadership militaire. Et enfin, je parle des alliés. Une guerre se gagne également avec la qualité des alliés. Et justement, dans cette optique, si on analyse les forces et les faiblesses aujourd'hui, le seul allié des États-Unis, c'est l'Occident, c'est-à-dire que l'Union européenne, si je peux le dire ainsi. Oui. Et même au niveau de l'Union européenne, il y a des réticences, c'est-à-dire que vous avez des pays comme la Hongrie, avec le président Viktor Orban, qui ne sont pas très d'accord. Vous avez des réticences quand même qui démontrent que même cette Union européenne n'est pas très soudée. Il y a également l'Allemagne qui n'est pas toujours d'accord. Oui, l'Allemagne qui n'est pas toujours d'accord, mais bon, l'Allemagne, le chancelier Scholz, il joue au chat et à la souris. Je préfère ne pas trop parler, mais je parle des pays sûrs
qui s'affirment, qui le disent ouvertement que c'est pas trop ça. Donc, pour dire que les alliés même des États-Unis ne sont pas si sûrs. Si vous prenez par exemple les alliés de la Fédération de Russie, vous verrez que pratiquement toute l'Amérique du Sud est acquise à la cause russe. Et si vous prenez la dernière déclaration en date du président mexicain qui faisait savoir que si les États-Unis sont prêts à débloquer pratiquement des milliards pour soutenir l'Ukraine, alors qu'ils ont été incapables de faire de même lorsque le gouvernement mexicains leur ont demandé de participer à un partenariat économique avec les entreprises mexicaines. Ils ont été incapables de débloquer la somme demandée qui s'est chiffrée en l'ordre du million de dollars, mais ils ont été en pratiquement quelques jours à sortir des milliards pour aider l'Ukraine. Comprenez que les positions de ces pays-là sont très mitigées face aux États-Unis. Si vous prenez encore l'Asie, la Chine est totalement acquise à la cause russe, même si elle ne le dit pas encore. Si vous analysez le pacte de Shanghai qui a été signé en 2015 entre la Fédération de Russie et le gouvernement de Pékin, qui intègre au-delà de la commercialisation du gaz et du pétrole, qui est estimé à pratiquement 400 milliards de dollars, également la défense aérienne, la défense stratégique, le partage du renseignement et bien plus encore le développement des armes de l'industrie militaire entre les deux pays. À côté de ça, vous avez la Corée du Nord qui elle-même également est un allié très fort de la Fédération de Russie. Vous avez à côté également l'Iran qui est une puissance, on ne le dit pas assez, est une très grande puissance. Je vous parlais tout à l'heure des exercices Up4 et des War Games qui, en cas de simulation, on s'est rendu compte que les États-Unis perdaient même face à l'Iran. Donc, les alliés de la Fédération aujourd'hui sont tellement forts et puissants et fidèles, il faut également le rappeler, qui démontre à suffire que en cas d'issue de la guerre, on voit en cas de troisième guerre mondiale, on voit très bien le camp qui sortira vainqueur. Et je termine avec cette pirouette. L'armée américaine est dépendante de deux choses, principalement. Il y a l'électronique et le satellite. Parce qu'à chaque fois qu'un soldat américain est en opération, derrière lui, il y a au moins 10 opérateurs qui travaillent derrière. C'est-à-dire que c'est une armée qui est fortement dépendante de l'électronique et du satellite. Alors, qu'est-ce que la Chine fait? La Chine, se rendant compte de cette réalité, la Chine développe ce qu'ils appellent des armes à EMP, c'est-à-dire électromagnétiques. À partir du moment où vous le déclenchez, si vous mettez tout système électronique au sol sur un rayon de pratiquement 50 à 100 km, donc, si il arriverait justement qu'en cas de confrontation des différentes flottes, à partir du moment où la Chine déclenche cet appareil-là, la flotte américaine devient comme un punching ball, c'est-à-dire qu'ils deviennent aveugles. Et la Chine également a développé des missiles laser capables non seulement d'aveugler le satellite dans l'espace, mais également un missile intercontinental capable de détruire un satellite en orbite. D'ailleurs, après l'avoir conçu, ils ont testé sur l'un de ces satellites. Et au même instant, au département de la défense américaine, on a convoqué une réunion de sécurité. C'est pour dire qu'en réalité, dans ces stratégies de guerre, j'aime souvent le dire, on ne développe pas ses forces sur les forces de l'autre. Parce que peu importe les parties prenantes, chaque partie a ses forces et a ses faiblesses. Or, contrairement aux États-Unis qui ont un budget de 600 milliards doté sur le salaire, parce que quand vous prenez par exemple le salaire d'un grand officier de l'armée américaine, vous comparez avec par exemple le salaire d'un officier de l'armée russe, vous voyez très vite le gap. Donc, ça démontre à suffire que dans cette logique d'armes stratégiques, en principe, on privilège la capacité des États à développer les forces sur les faiblesses des autres. Ça veut dire que si vous avez des forces, forcément vous avez des faiblesses. Alors moi, je m'avais développé mes forces sur la base de vos faiblesses. Et à ce jeu-là, la Russie et la Chine ont des années d'avance sur les États-Unis qui démontrent à suffire qu'en cas de conflit armé, voilà pourquoi les États-Unis ne veulent pas s'y aventurer, mais en cas de conflit armé, ils seraient les plus grands perdants. Les plus grands perdants. Mais une dernière question rapidement, justement, pour parler de cette question, s'achemine-t-on vers une troisième guerre mondiale? Aujourd'hui, la Russie est quand même seule contre tout l'Occident, on va le dire ainsi. Oui. En principe, la Russie paraît être seule, mais la Russie n'est jamais seule. Si la Russie était seule, le Cameroun ne serait pas allé signer un accord de coopération militaire avec ce pays. Je ne vais pas entrer dans les secrets de Dieu pour vous dire ce qu'il y a derrière cet accord de coopération militaire pour être très proche de ces personnes-là. Mais la Russie n'est jamais seule, je peux vous rassurer. Et à côté de ça, la Russie également n'a pas demandé l'aide de quelqu'un.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens devraient dire que la Russie est face, ou est seule face à l'Occident, ou seule face... Non, 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 la Russie n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Dans le cadre de cette opération militaire en Ukraine, il faut rappeler que la Russie aujourd'hui utilise pratiquement 12% de son armée en termes d'effectifs. La Russie utilise à peu près 4% de son artillerie, 5% de ses missiles balistiques, environ 5% de ses blindés. Donc vous comprenez qu'elle n'utilise pratiquement pas son armée, même pas aux 10%. Donc vous verrez que en quoi est-ce qu'elle aurait besoin de l'aide de quelqu'un. Elle sait ce qu'elle est en train de faire, et quand on voit même la gesticulation qu'il y a autour, c'est-à-dire que quand on voit comment non seulement l'Occident n'est pas soudé, mais cette gesticulation, cette multiplicité de sanctions qui en réalité se retournent contre eux, et on voit le calme, la sérénité et même la fermeté du camp russe, on comprend très bien que même sur le plan idéologique, on sait qui est en train de gagner cette guerre. Merci beaucoup Charlie Key d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie de venir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.